Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire gratuit organisé par le département formation d'achatpublic.com. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, achatpublic.com a été créé en 2023 et c'est une entreprise composée d'experts en marché public et qui est leader en France dans le domaine des services aux acteurs de la commande publique. Donc, c'est la première solution qui est utilisée par les acheteurs pour tout ce qui est dématérialisation. C'est une source d'information incontournable grâce à son site achatpublic.info. Et puis, ce sont donc des formations destinées au marché public, aux acheteurs publics, mais aussi aux entreprises soumissionnaires. Et en 2005, ce sont plus de 60 programmes de formation qui ont été proposés et 600 sessions programmées à Paris, en province et même dans les dom-toms, et aussi en classe virtuelle et enfin déclinable en intra dans vos locaux des 4 personnes intéressées. Donc, si on regarde la slide qui suit, vous le savez peut-être déjà, comme chaque année au mois de novembre, on organise et on anime une semaine dédiée aux acheteurs publics. C'est la 9e édition en 2025 qui abordera notamment lors de sa conférence d'ouverture le 24 novembre la loi de simplification de la vie des entreprises et ses conséquences qui sont nombreuses sur la commande publique qui est régulièrement réinterrogée à travers ces problématiques. Donc, c'est cette conférence d'actualité incontournable avec la participation exceptionnelle de Clémence Olsina, ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, avec également Yann Philippe, qui est sous-directeur de l'Agence française anti-corruption, ou encore Simon Husna, qui est président de la commission d'enquête du Sénat sur les coûts et les modalités effectives de la commande publique et la mesure de leur effet d'entraînement sur l'économie, que nous recevrons lors de cette conférence. Et au-delà de cette conférence, ce sont 10 parcours et 30 formations directement opérationnelles qui vous seront proposées à suivre selon vos besoins et vos objectifs. Donc, je ne peux que vous inviter à aller consulter le programme de cette semaine exceptionnelle sur notre site. Vous aurez le PowerPoint disponible à la fin de cette intervention, où vous pourrez retrouver toutes ces informations et tous les liens pour vous y connecter. Et puis, à cette occasion, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Sébastien Topiac, qui est expert en achat public et qui est le fondateur de la société Agency. Sébastien interviendra sur la conférence et puis il intervient aussi beaucoup à nos côtés sur différentes formations que nous proposons sur achat public. Il a plus de 25 ans d'expérience et il accompagne à la fois les acheteurs publics dans leur stratégie et dans leurs procédures, et puis de l'autre côté aussi les entreprises dans leur accès au marché public. Donc, son activité de conseil repose sur l'opérationnel, sur la disponibilité, sur l'éthique et sur l'accessibilité. Et il est conférencier, il est formateur, il intervient régulièrement en université. Et puis, vous le verrez, vous le retrouverez sur beaucoup de colloques et de séminaires professionnels. Et puis, vous le voyez sur ce qu'on a détaillé à l'écran, il est quand même administrateur de l'APASP, directeur scientifique aux éditions VK, et puis auteur de publications et de tribunes pour achatpublic.info, où il partage régulièrement son expertise et ses analyses sur l'actualité de la commande publique. Et puis, il est reconnu comme expert également de l'IA appliquée à l'achat public, qu'il aime qualifier lui-même, je le cite, d'intelligence achat, où il apporte un regard concret et prospectif sur les mutations en cours de la commande publique. Donc, c'est lui qui nous accompagne ce matin sur ce sujet de la loi de simplification et de ses impacts récents et à venir. Donc, je lui laisse sans plus attendre la parole pour ce webinaire. Tout au long de son intervention, n'hésitez pas à poser vos questions via le petit module point d'interrogation que vous devez avoir à l'écran et je les lui relayerai en fin de session. Bon webinaire à tous. Merci Sébastien d'être à nos côtés et je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci de m'avoir proposé d'intervenir ce matin sur ce sujet ô combien d'actualité de la commande publique. Et donc, comme vous disiez, mon parcours de près de 25 ans au sein de la commande publique, 20 ans passés en tant que
en tant qu'acheteur ou responsable achat et 5 ans passés au cœur des entreprises m'amènent souvent d'ailleurs à avoir un regard non pas critique, mais en tout cas un peu différenciant sur la commande publique. Et on peut dire que cette rentrée, même si nous sommes le 1er octobre aujourd'hui, en tout cas cette rentrée de septembre 2025 met la commande publique à l'honneur, et l'effervescence au regard du nombre de participants à ce webinaire est à la hauteur de l'effervescence liée à la commande publique. Et comme je le dis souvent, l'effervescence autour de ce sujet présente un certain nombre d'aspects très positifs, mais aussi interroge et pose de nombreuses questions. Alors le fil conducteur de mon intervention, une commande publique simplifiée, on en rêve, on en rêverait, beaucoup en parlent, peu parfois agissent sur le sujet de manière un peu provocatrice et sous surveillance. Et ça, c'est probablement un sujet assez nouveau. La commande publique qui, depuis longtemps, des décennies, voire plus, était considérée comme un acte juridique et budgétaire, semble devenir, enfin, dirais-je, ayant souvent dans des tribunes évoqué l'enjeu ou les enjeux autour d'une commande publique proche de l'achat local, de la souveraineté, de notre économie, eh bien, il semblerait qu'enfin, après des années, puisque j'ai ce regard depuis plus de 20 ans, la commande publique deviendrait un acte économique, un acte souverain, un acte industriel, et ne serait plus uniquement un acte juridique et un acte budgétaire. Et je reviendrai sur le rapport naturellement du Sénat, un rapport sénatorial, qui a fait beaucoup de bruit cet été et qui en fait encore beaucoup. Et j'ai eu le plaisir, la chance de rencontrer récemment le sénateur rapporteur de cette commission et d'échanger avec lui. Et donc, il m'a confirmé en tout cas les grandes orientations du Sénat et les tendances que le Sénat souhaite donner à ce rapport. Alors, beaucoup de sujets autour de la commande publique et de l'achat public. Alors, je dis toujours, trop de sujets peut-être tuent les sujets. La loi de simplification de la vie des entreprises, qui naturellement concerne en partie, mais pas exclusivement, la commande publique. On évoque par exemple naturellement les dispositifs en faveur des TPE-PME ou l'Arlésienne autour de la mise en place d'un passeport entreprise qui enfin éviterait aux acheteurs publics de devoir courir après les attestations sociales, fiscales, les attestations d'assurance ou autres preuves, même si aujourd'hui des solutions existent sur le marché et sont utilisées par de nombreux acheteurs publics pour se simplifier la vie sur ce sujet. Beaucoup de bruit aussi récent, relayé d'ailleurs par Achat Public de manière significative, achatpublic.com et achatpublic.info, autour de la pratique des 3 devis, et donc de se dire finalement qu'est-ce qu'un marché de gré à gré, qu'est-ce qu'un marché sous les 40 000 euros, voilà, est-ce une commande, est-ce un marché et d'ailleurs c'est une réflexion assez importante parce que le Sénat, mais peut-être même l'Europe, dans le cadre de la refonte de ces directives, repose la question des seuils et d'une ultime simplification de la commande publique sous les seuils européens des marchés publics, ce qui serait naturellement un Big Bang pour les praticiens de la matière. Et donc naturellement, s'interroger aujourd'hui sur ce qui se passe sous les 40 000 euros est intéressant, surtout si ce seuil venait naturellement à être augmenté. Alors, il l'a déjà été sur certaines typologies de marchés ou sur des marchés à caractère innovant, mais la question de la généralisation du relèvement des seuils est de nouveau posée sous couvert d'enjeux de simplification. Les conclusions de la commission d'enquête sénatoriale sur la commande publique, on en reparlera, et je crois qu'il faut féliciter le Sénat et la commission d'enquête sénatoriale sur ce travail, même si beaucoup de constats sont connus depuis des années, voire des décennies me concernant ou peut-être vous concernant. Mais je crois que le Sénat, ce rapport a le mérite de poser à la fois un constat plutôt bien documenté, on y reviendra sur les enjeux de gouvernance, sur les enjeux d'open data ou de tableau de bord,
et pose un certain nombre de recommandations, peut-être trop, ce qui nuit peut-être à la bonne lecture des 67 recommandations, mais en tout cas, saluons ce travail et interrogeons-nous surtout sur l'après-rapport sénatorial en espérant que ces propositions aboutiront à des actions concrètes. Saluons également l'AAP, l'Association des acheteurs publics, qui, de manière générale, travaille et accompagne les acheteurs publics. Et là, l'AAP a voulu naturellement, par ses publications, faire des propositions concrètes, je reviendrai dessus, de simplification de la commande publique, de par leur connaissance assez fine, naturellement, du métier d'acheteur et des enjeux. Alors, beaucoup de débats autour de la mise en œuvre contentieuse du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, avec quelques décisions, naturellement, forme de jurisprudence déjà, sujet également complexe, qui tente d'ailleurs à freiner un peu l'innovation et à freiner l'engouement, voire l'engagement des acheteurs publics. Moi, j'ai la chance de donner des cours, d'être professeur vacataire à Paris-Saclay et d'accompagner des étudiants en Master 2 droit des achats publics. Eh bien, je peux vous dire que dans la promotion de cette année, les motivations pour être acheteur sont peu nombreuses. Hein. Tout le monde veut devenir juriste ou avocat, mais naturellement, il va falloir ardemment retravailler à l'attractivité du métier d'acheteur public, à la formation bien évidemment, à la reconnaissance, qu'elle soit financière, mais aussi technique et en accompagnement, formation et outils. J'y reviendrai parce que dans le cadre de la commission sénatoriale, la question de la professionnalisation de l'acheteur public est posée et in fine probablement celui de la mutualisation de l'achat, car il sera difficile de professionnaliser 135 000 acheteurs publics et donc la question se repose de nouveau d'avoir peut-être moins d'acheteurs publics, en tout cas des structures plus regroupées avec de vrais moyens, une vraie reconnaissance du métier, des vrais systèmes d'information et puis surtout des investissements dans les outils. Et j'évoquerai en conclusion le rôle clé de l'intelligence artificielle. La lutte contre la corruption et le délit de favoritisme, c'est un engagement fort habituel de la France, notamment depuis la loi Sapin 2, donc l'acheteur public n'y échappe pas. Bon, je ne suis pas sûr que la pression exercée sur les acheteurs publics sur ce sujet et également sur les entreprises renforce la confiance entre les acteurs. Mais bon, à un moment où l'argent public se fait rare, on souhaite naturellement lutter de plus en plus contre tout type de fraude, de corruption ou de délit. Et l'acheteur public n'y échappe pas. Et puis enfin, cette petite musique, après avoir parlé de simplification, de responsabilité des acteurs de la commande publique, eh bien, on reparle d'efficacité. Alors, pas uniquement sous l'angle environnemental et social. Hein. C'est vrai que depuis des années, loi climat et résilience, loi industrie verte, loi AGEC, loi EGalim, obligation de critères, d'exigences environnementales et sociales à partir d'août 2026. On a beaucoup parlé d'environnement et de social. Alors, je vous dirais avec beaucoup de réalisme que le positionnement de la France sur ces sujets a toujours été un moyen détourné de favoriser l'achat local ou la préférence européenne ou locale au travers d'exigences environnementales et sociales. Et d'ailleurs, la position de la France est assez réinterrogée puisque dans le cadre de la réforme de la directive européenne, Bruxelles se pose beaucoup de questions sur le dimensionnement environnemental et social des obligations dans le cadre de la directive marché public. Et je pense qu'ils ont raison de se poser la question parce qu'il va falloir trouver sur ces sujets importants un équilibre tant pour les entreprises qui trop engagées sur ces sujets deviendraient en tout cas probablement perdraient en compétitivité, et puis de l'autre côté des acheteurs publics qui peinent encore pour beaucoup hein, à trouver les bons critères, les bonnes questions, les capacités à évaluer et surtout à suivre dans la durée. On parle beaucoup de contract management à la PASP, à suivre dans la durée les engagements des entreprises en matière environnementale et sociale, et ne pas suivre ces engagements, bah, c'est naturellement favoriser le développement du greenwashing ou du social washing dans la commande publique et dans la réponse aux appels d'offres, ce qui n'est
aujourd'hui, ce qui est loin aujourd'hui de ne pas être une réalité quand même dans la réponse de beaucoup d'entreprises. Donc, simplification, responsabilité, efficacité. Simplification, j'en ai parlé. Le rapport sénatorial pose beaucoup de questions en matière de simplification autour de la gouvernance et du pilotage, de l'accès facilité des entreprises. On repose encore beaucoup de questions autour de la négociation, de simplifier les procédures, d'optimiser les délais de paiement, de former, de professionnaliser. Et puis surtout, la vraie question, c'est l'open data. Alors, je vous dirais qu'en matière de simplification, si déjà on était d'accord sur la gouvernance de l'achat public en France, et sur l'open data et les données, je pense qu'on y verrait un petit peu plus clair sur les axes de simplification à réellement engager. Saluer les propositions de l'AAP qui, au travers de ce document que je vous conseille de télécharger, les premières mesures sur lever les incertitudes et ambiguïtés juridiques, puisqu'il y en a encore pas mal dans le droit de la commande publique, et parfois d'ailleurs se mêle le droit de la commande publique et guide de la direction des affaires juridiques de Bercy qui peuvent parfois, en tout cas, créer quelques incompréhensions, redonner des marges de manœuvre aux acheteurs, mesure 8 à 21, et puis développer les outils digitaux pour automatiser certaines tâches. Je ne peux être que d'accord avec l'AAP, sous réserve que naturellement les établissements publics soient d'accord pour se dire qu'aujourd'hui, l'achat public, ça s'outille, ça se digitalise et qu'une direction de la commande publique aujourd'hui est une direction capitale dans un établissement public. Moi, je salue ici les directeurs, les acteurs, les acheteurs sur qui on tire souvent en matière d'engagement, en matière de travail, en matière de motivation. Mais ce n'est pas facile en 2025 d'être acheteur public, surtout quand on n'a pas les moyens de se former, ou de s'outiller en matière de système d'information, de solutions d'automatisation des attestations, ou bien sûr d'intelligence artificielle. J'y reviendrai, la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les acheteurs publics, ce n'est pas une question, c'est une obligation. C'est une obligation et donc il faudra encadrer, accompagner et investir en intelligence artificielle pour de nombreux donneurs d'ordre. Alors, simplification, on en rêverait. Je suis, pour ma part, assez convaincu que rien ne viendra du droit en matière de simplification. Un peu en conclusion de cette première partie, la France vit de sa complexité, ce pays vit de sa complexité, et la vraie question qu'il faut se poser, c'est de savoir qui a vraiment intérêt à simplifier la commande publique. Les entreprises qui, naturellement, espéreraient en tirer plus d'accès, de lisibilité. On voit bien tous les débats autour des profils acheteurs et de leur fonctionnement. Les acheteurs qui rêvent derrière une simplification accrue, de plus d'agilité, sous réserve d'être convaincus qu'aujourd'hui le droit est un frein. Est-il un frein aujourd'hui à un achat public performant? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et à chaque fois qu'on a voulu simplifier, on a complexifié. Et donc, moi, j'appelle de mes voeux plutôt à une stabilité du droit de la commande publique pour permettre à l'ensemble des acteurs de le pratiquer, parce que faire évoluer en permanence les règles, les textes et les process crée beaucoup plus de difficultés pour les acheteurs et pour les entreprises que l'inverse. Donc, je pense que l'on peut tous ici être assurés sur le fait qu'on devrait garder quand même encore pendant longtemps une forme de complexité de l'achat public. Et finalement, cette complexité de la commande publique n'est-elle pas liée de manière cohérente à des enjeux quand même importants de bonne utilisation des deniers publics? Moi, je dis toujours qu'à trop simplifier, à un moment, on perd le sens même de l'achat public, qui doit rester quand même un acte au service de la bonne utilisation des deniers publics et du développement économique, je le crois, de l'Europe et de la France. Et la simplification n'est pas toujours, je pense, la solution idéale, du moins en France. Question de la responsabilité. Alors, la responsabilité juridique et financière avec la mise en œuvre contentieuse du régime de responsabilité des gestionnaires publics, avec une obligation de conformité stricte au droit naturellement, et des risques de sanctions personnelles et institutionnelles qui sont de plus en plus importantes. Moi, je pense qu'il faut sur ce sujet travailler à alléger la pression
pénales ou civiles sur les acheteurs publics qui, naturellement, se renferment derrière le droit de peur et à juste titre de commettre des erreurs qui leur seraient préjudiciables ou préjudiciables à leurs établissements. Donc, la très grande majorité des acheteurs publics sont des gens qui sont honnêtes, rigoureux, sérieux, qui font preuve d'éthique, de probité. Et donc, je pense qu'il faut peut-être ne pas trop faire peser sur l'achat public et sur les acheteurs publics une pression inutile qui finalement ne rend pas service à la commande publique. La lutte contre la corruption et prévention du délit de favoritisme, c'est pareil, hein. En France, on aime beaucoup lutter contre la corruption et la prévention du délit de favoritisme, mais je ne crois pas qu'on soit très bien classé au niveau international sur le sujet. Mais bon, ça nous rassure de faire des textes, d'évoquer déjà Sapin 3. Bon, c'est bien, mais que ça ne soit pas préjudiciable à la commande publique. Moi, je préférais que finalement ces enjeux de responsabilité se traduisent davantage dans d'exigences dans l'open data. Moi, je pense qu'il faudrait faire plus confiance aux acheteurs, mais être plus contraignant sur l'open data, pour moi à partir d'1 € d'ailleurs, pour avoir une vraie traçabilité de la commande publique et de l'utilisation des deniers publics, plutôt que de faire porter sur les acheteurs des peurs juridiques qui sont pour moi trop importantes. Le troisième volet de la responsabilité, alors on demande tout à l'acheteur public, hein. Vous savez, quand j'étais à l'UGAP, le lundi, il fallait acheter vert, le mardi, il fallait faire de l'achat social, le mercredi, il fallait acheter au TPE-PME, le jeudi, il fallait acheter pas cher et le vendredi, il fallait faire la synthèse des 4 premiers jours de la semaine. On demande beaucoup aux acheteurs publics. La vraie question, c'est est-ce que la France a réellement comme projet pour sa commande publique une dimension de souveraineté, de préférence européenne et locale, une orientation réellement environnementale et sociale. J'en doute parfois. Et je pense que si on veut que les acheteurs publics s'engagent réellement dans ces enjeux de souveraineté, de protectionnisme, avec des guillemets, d'environnement et de social, il va falloir dépasser l'obligation de 100% des marchés avec des critères, des exigences et une petite case à cocher, j'allais dire, au moment de la vie d'attribution. Il va falloir qu'on ait, le Sénat l'a dit, une vraie gouvernance de la commande publique, probablement au travers d'un délégué interministériel à ce sujet, un vrai projet national sur ce qu'on veut faire de nos 100, 200, 300, 400 milliards. Personne n'en sait rien. Et je pense qu'une fois que ce pays aura pris une direction en matière de commande publique, eh bien, les organisations publiques, les directions achats et les acheteurs, eh bien, s'y engouffreront, non pas par obligation, mais par conviction. Et ça, je crois que c'est un élément important. Donc, responsabiliser les acheteurs publics, oui, mais attention, arrêtons de leur faire porter tous les maux. Ça ne se fera pas sans reconnaissance de ce métier, sans formation accrue, sans moyens techniques, informatiques, financiers et sans perspective de carrière pour beaucoup d'entre eux. Voilà, je pense que la recherche d'économie, c'est bien, c'est tendance avec la contrainte budgétaire, mais ça doit s'accompagner de valeurs, de sens et d'impact. Et je pense qu'aujourd'hui, l'achat public en France manque beaucoup de valeurs, de sens et d'impact. Alors, efficacité, moi j'adore ce mot efficacité. Qu'est-ce qu'une commande publique efficace? Eh bien, j'ai demandé à l'IA que j'utilise quotidiennement, hein, puisque j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Je forme beaucoup d'acheteurs publics à son utilisation via achat public d'ailleurs, et de plus en plus d'entreprises qui répondent aux appels d'offres et qui vont répondre de plus en plus au marché public avec l'utilisation de l'IA et de l'intelligence artificielle. La vraie question centrale, c'est le sens et les finalités de l'achat public. On parle beaucoup d'efficacité, mais on ne sait pas réellement ce que l'on veut pour notre commande publique en France. Est-ce qu'on veut davantage d'efficacité juridique? Je pense que les procédures aujourd'hui, elles sont sûres quand même, hein. La sécurisation des procédures est un peu derrière nous. Est-ce qu'on veut une efficacité économique et financière, notamment par la responsabilisation des donneurs d'ordre, par un critère prix qui reste beaucoup trop important dans les marchés publics, par un critère coût global qui se fait encore rare
dans les marchés publics, car complexe à mettre en œuvre. Pourtant, c'est le seul critère financier qui compte, celui en coût global, et qui nous permettra de retenir des entreprises européennes et françaises, souvent et à forte valeur ajoutée. Donc, est-ce que finalement, quand on parle d'efficacité, on parle d'efficacité économique et financière, on parle beaucoup d'efficacité environnementale et sociale, mais dans les faits, on n'en sait rien. Est-ce que tout ce que l'on a fait sur la commande publique depuis des mois et des années en matière environnementale et sociale a réellement porté ses fruits? Je l'espère, en tant que citoyen, usager, acheteur, mais je m'interroge puisque nous n'avons aucune statistique réellement fiable sur l'impact des politiques publiques environnementales et sociales portées par nombre d'entre vous avec talent dans la réalité de notre quotidien. Et puis l'axe 4, est-ce qu'on parle d'une commande publique plus efficace? Le Sénat en parlait de gouvernance, de formation, d'organisation, de management de la commande publique. Eh bien, est-ce que finalement l'efficacité, ce n'est pas reconnaître le rôle de l'acheteur public, reconnaître les directions de la commande publique autrement que par un rôle juridique ou un rôle budgétaire? Mais ça, il faudra le décider, il faudra y mettre les moyens. Il faudra y mettre les moyens. Alors peut-être devrons-nous, et je le dis souvent de manière très provocatrice, passer de 135 000 acheteurs publics à 500 ou 600 entités achats en France, comme on le voit dans d'autres pays d'Europe, mais des entités achats avec de la formation, de la reconnaissance, le salaire des acheteurs, de l'investissement dans les systèmes d'information, dans l'IA. C'est une vraie question. On ne pourra pas professionnaliser 135 000 acheteurs publics. Donc à un moment, soit on continue à parfois forcer les gens à bricoler, soit on les aide, on les accompagne, on les forme et on les dote réellement de moyens pour y arriver. C'est une vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Alors, en résumé, sur ces 3 points, derrière la complexité des réformes de la commande publique, et j'ai bien peur que cette complexité ne s'arrête pas dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, sauf si l'Europe, et c'est plutôt la tendance que l'on voit, sauf si l'Europe décide de proposer une nouvelle directive marché public beaucoup plus souple, beaucoup plus light, et laissant aux États davantage de possibilités d'organisation de leurs commandes publiques en fonction de leurs préoccupations industrielles, en fonction de leurs enjeux en matière de souveraineté, en fonction de leurs possibilités budgétaires. Si l'Europe fait simple, et moi j'y crois, et moi je pense que l'Europe a enfin compris qu'il fallait mobiliser la commande publique au service de la souveraineté européenne, bien la vraie question, ça sera, je l'espère en tout cas, la capacité de la France à ne pas de nouveau surtransposer une directive qui se voudrait plus ouverte, plus simple, mais ça c'est une vraie question que je pose aujourd'hui et j'invite d'ailleurs tous les acteurs à faire pression le moment venu pour que cette transposition se fasse à minima et qu'on ne réinvente pas une nouvelle fois notre commande publique. Mais le véritable enjeu qui est derrière finalement la complexité des réformes et parfois quelques maladresses, vous savez, sur l'achat innovant, les partenariats d'innovation, la loi climat et résilience, la loi industrie verte, le seuil des 100 000 euros sur l'achat innovant. Vous savez, toutes ces réformes n'ont jamais eu pour but ni de sauver la planète, ni de concourir réellement à l'insertion sociale, ni même de favoriser nos startups. Toutes ces réformes n'ont eu qu'un seul but, c'est essayer d'aider les acheteurs à faire un achat public plus souverain, plus protectionniste, mais plus local. Aux États-Unis, on l'assume, on l'assume aux États-Unis et donc on mobilise sa commande publique au service des entreprises, non pas américaines, mais des entreprises, quelles qu'elles soient, quelles que soient leurs origines, qui créent de l'emploi sur le territoire américain par des systèmes de bonus-malus en faveur des acteurs économiques qui investissent sur le territoire. La Chine, je n'en parle même pas, qui a depuis longtemps fermé intégralement ses marchés à toute autre zone géographique qu'elle-même. Quand je vois le Maroc, par exemple, très avancé sur sa commande publique et sur son Made in Maroc, quand je vois le Québec, très en avance sur son passeport marché public et sur la mise en place d'un bonus en faveur des entreprises du territoire, eh bien, je me dis que peut-être qu'à force
au lieu de faire des textes et d'essayer de contourner le sujet en permanence, faudrait-il enfin assumer en France une commande publique souveraine, une commande publique au service de nos entreprises, une commande publique au service de nos impôts, surtout à un moment où on se pose beaucoup de questions sur la fiscalité et les impôts. Et je crois qu'il faut en faire véritablement maintenant un levier de relance et de compétitivité au service de l'intérêt général et de l'urgence économique nationale. Et c'est exactement aujourd'hui ce que je pense, parce que on ne réduira pas la dépense publique. Vous avez ce schéma qui est très intéressant, qui est la dépense publique en France par habitant depuis 1978, donc j'étais tout petit à l'époque, mais j'étais né. Et vous voyez, depuis 1978, la dépense publique en France par habitant n'a cessé de croître. Donc je doute que nous arrivions par miracle à réduire la dépense publique en France et notamment notre commande publique. Et donc la vraie question qui se pose, c'est que puisque l'on ne peut pas réduire la dépense publique, autant la considérer enfin comme un investissement et donc l'orienter. L'orienter ne veut pas dire se mettre en contradiction du droit européen ou du droit national. Mais l'orienter, ça veut dire à un moment accepter un achat public plus souverain, plus en faveur des entreprises, de celles qui le méritent. Je n'ai pas dit de toutes les entreprises. Il y a des TPE, PME qui ne méritent pas aujourd'hui l'accès à la commande publique parce qu'elles n'apportent pas de performance et de qualité. Mais comme a dit ce professeur agrégé d'économie et de gestion, Gérard Fonouni, j'ai repris sa citation, les dépenses publiques sont une richesse et pas une charge pour l'économie. Et c'est exactement ce que traduit, et il faut saluer d'ailleurs le travail d'Achat Public Info, d'achatpublic.com sur ce rapport sénatorial, puisque Jean-Marc Johannes, que vous connaissez bien, que je salue ici, et toute l'équipe, n'ont pas raté, au-delà du fait qu'il était auditionné d'ailleurs, n'ont pas raté un mot ni une virgule de ce rapport sénatorial et de ces auditions. Et quand le Sénat dit il s'agit maintenant de mettre un pilote dans l'avion de la commande publique française, de lui fixer un cap, de protéger notre souveraineté et d'avancer avec de véritables enjeux de transition écologique et sociale, eh bien, c'est que des politiques aujourd'hui ont fait le choix, ou en tout cas, on acte le fait que la commande publique nationale doit devenir un acte économique, un acte de souveraineté, un acte industriel, parce que la souveraineté, lorsqu'on le relocalise en France, eh bien, on contribue à la diminution de l'empreinte carbone et à l'amélioration de l'impact social au cœur des territoires. Et je crois que c'est le premier rapport qui dit réellement les choses, qui pose réellement les constats, qui pose de véritables propositions. Voilà, donc moi je suis très heureux de ce rapport et très confiant sur ce travail. La vraie question, c'est que deviendra-t-il dans un contexte que l'on sait complexe d'un point de vue économique au niveau national. Mais les priorités de la commande publique, c'est pas de publier des décrets, des textes, de changer encore des articles du code. La priorité, c'est d'avoir un pilote dans l'avion, c'est d'avoir, et je rejoins le Sénat, un positionnement interministériel de la commande publique, même si les collectivités territoriales sont, j'allais dire souveraines, sont surtout autonomes sur leur commande publique, mais déjà avoir un pilote dans l'avion, ça permettrait de fixer un projet, d'avoir une vision, de créer un cap et d'embarquer, d'engager les concitoyens, les usagers, les Français dans un véritable projet de société qui est celui de la dépense publique. Et ça, je crois qu'on en a besoin en ce moment. D'avoir enfin un open data qui tient la route. Aujourd'hui, toutes les données sur la commande publique sont erronées. Il n'y a rien de fiable. Quand on vous dit que le nombre de marchés diminue, la dépense publique diminue au travers de la commande publique, bien je doute, puisque toutes les statistiques aujourd'hui issues des avis d'attribution de l'open data qui peinent à se développer sont erronées. Donc je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives quand on a une absence totale de tableau de bord en matière de commandes publiques. Donc la priorité fixée par le Sénat, un cap, une gouvernance, des tableaux de bord, des indicateurs, et puis ensuite le reste déroulera. Le reste se mettra en place. Mais si on n'a pas ces deux fondamentaux, toutes les propositions du Sénat, malheureusement, perdent, je le crois en tout cas personnellement, un peu de sens. Alors,
J'arrive à la dernière slide de cette présentation pour pouvoir échanger et répondre à vos questions. Je vais vous dire, la révolution, elle est ailleurs et je la vis au quotidien. Je formais hier des acheteurs publics du monde universitaire à l'utilisation de l'IA dans leurs commandes publiques. Je formais il y a quelques jours via Achat Public, je formais des entreprises et des grands groupes à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la réponse au marché public. Et je peux vous dire que la révolution, et elle sera évoquée au travers de la folle semaine des marchés publics, et elle est régulièrement évoquée par Achat Public, la révolution, elle est là. C'est pas dans un mois, c'est pas aujourd'hui. Les entreprises commencent massivement à utiliser l'intelligence artificielle pour répondre au marché public. Et vous, acheteurs publics, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte par l'augmentation du nombre de fournisseurs, de concurrence, l'explosion du nombre de questions à vos procédures de marché public avant la date limite de dépôt des offres, parce que l'intelligence artificielle est très très forte pour identifier des incohérences en quelques secondes dans un dossier de consultation et poser les questions qui vont bien. Et je crois que la révolution, c'est celle-ci. Et que si je peux conclure sur quelque chose, gouvernance de la commande publique, open data, parce qu'open data, indispensable pour avoir une intelligence artificielle au service de nos politiques en matière de commande publique, mais acheteurs publics, investissez rapidement dans la formation, dans le déploiement et dans la bonne utilisation en termes de souveraineté, en termes d'hébergement de données, en termes d'éthique et de probité. Investissez le sujet de l'intelligence achat ou de l'intelligence artificielle comme vous voudrez, parce que les fournisseurs sont en train, eux, d'investir massivement et que eux vont aller beaucoup plus vite que nous, que vous, en tant qu'acheteurs. Et donc, c'est un sujet capital. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur les grandes orientations, sur les grandes tendances. Moi, je suis très confiant sur le sujet. Je suis très confiant sur la commande publique. Moi, je crois on a énormément de talent dans les collectivités, dans les hôpitaux, dans l'État et aussi dans les centrales d'achat sur qui on tire souvent, à mon avis, à défaut. Hein. C'est l'arbre qui cache la forêt. Je l'ai dit récemment au Sénat, qui avait un petit peu mis en exergue une certaine centrale d'achat que je connais bien. Vous savez, le problème, ce n'est pas l'acheteur, ni les centrales d'achat, ni les opérateurs. Le problème, c'est ce qu'on veut faire de notre commande publique. Et si on est tous d'accord pour en faire un acte au service de nos entreprises, de nos emplois, de la performance du service public et de la bonne utilisation de nos deniers publics, eh bien, on aura fait un grand pas et on avancera comment dire, avec envie et motivation. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur ce sujet. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition pour naturellement répondre à vos questions. Ouais, c'est nous qui vous remercions, Sébastien, pour voilà, cette intervention très claire et très optimiste, je trouve, par rapport aux différentes alertes qui peuvent être vues par-ci, par-là. Donc, effectivement, on voit que la commande publique est sous surveillance. On sait que la commande publique en France est un moteur de la croissance, de la vie économique, de beaucoup de choses. Donc, voilà, vous nous donnez des clés et vous nous donnez aussi votre optimisme pour nous dire que la commande publique peut y arriver. Effectivement, l'IA aujourd'hui va devenir incontournable. Vous parliez de la nécessité de se former à ce nouvel outil qui va faire partie de nos vies quotidiennes et de la vie quotidienne des acheteurs publics dès maintenant. Hein. Donc là-dessus aussi, sur APC, et vous êtes à nos côtés sur ce type de problématique. Hein. Vous avez des formations sur explorer les implications de l'IA sur vos marchés publics, optimiser tout ce qui est gestion des risques dans vos marchés publics avec l'IA. Et puis voilà, toutes les aides que l'IA peut nous apporter sur, comme vous l'avez dit, l'analyse et la détection des différentes réponses que vous pouvez recevoir par rapport à vos appels d'offres. On a eu une petite question, vous l'avez évoqué en début d'intervention, une personne qui disait qu'elle s'interrogeait sur la légalité de l'attribution des accords cadres à bon de commande à plusieurs prestataires, avec un système de commande en cascade. Et cette personne disait, moi j'estime que, sauf s'il y avait une égalité parfaite, commander au second puis au troisième d'un classement ne respecte peut-être pas le, entre guillemets, bon usage des deniers publics qui demandent d'aller vers l'offre.
Alors, c'est une question très, très précise et très intéressante qui mêle à la fois un cadre juridique et un cadre de bonne pratique achat. Alors, n'étant pas avocat en marché public, je n'interviendrai pas obligatoirement sur le cadre Oui, juridique. C'est vrai la que légalité, oui. la légalité, la multi-attribution aujourd'hui au sein de la commande publique est une pratique que je rencontre régulièrement, notamment à des fins à des fins de soutien économique du territoire, à des fins aussi de sécurité d'approvisionnement, hein, parce que la multi-attribution, c'est pas uniquement pour lisser ses commandes sur tous les acteurs du territoire, mais c'est aussi souvent pour prévoir un plan B en cas de défaillance du rang 1 ou du rang 2, surtout dans un contexte économique où la défaillance d'entreprise est un sujet important. Donc aujourd'hui, c'est une pratique. Elle n'est pas, à ma connaissance, contestée juridiquement, sous réserve que les acheteurs exprime de manière très claire les modalités d'attribution des bons de commande dans le cadre d'exécution de ces marchés multi-attribués. Cette exécution des bons de commande pouvant se traduire par périodicité, pouvant se traduire en matière de pourcentage du montant total du marché. La vraie question aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle est juridique, je pense en termes de bonnes pratiques achat, et si l'acheteur, à l'issue d'une phase de sourcing, a considéré que la multi-attribution apportée au service public de la sécurité et n'avait pas trop d'impact sur la performance sur le coût de la procédure. Et vous savez, je le dis parfois, peut-être qu'en multi-attribuant, on perd un peu en performance achat, mais donner l'exclusivité à un fournisseur parfois enferme bon nombre d'acheteurs publics dans une forme d'exclusivité ou de monopole qui, au bout du bout, présente des coûts indirects importants. Donc je n'ai pas de réponse toute faite à cette question. Je pense que les acheteurs publics ont intérêt à se poser cette question à chaque procédure et dans chaque phase de sourcing pour les raisons que j'ai évoquées. Alors, je vous remercie. On a eu effectivement, enfin, on a eu des commentaires en disant, bah oui, nous, acheteurs publics, on veut bien faire des efforts, appliquer plein de trucs, mais au-dessus de nous, il y a parfois une suradministration, notamment au niveau des services comptables, ou encore la lourdeur des procédures et l'hypersécurisation des procédures, qui a d'ailleurs été abordée dans un récent rapport quant à la responsabilité pénale. Et donc, c'est vrai qu'on a l'impression que parfois les acheteurs publics se sentent un petit peu en bout de chaîne et étouffés et manquant du coup de marge de manœuvre pour mettre en œuvre tout ce qu'on préconise aujourd'hui par rapport à la commande publique, par rapport aux services au-dessus de. Je vous rejoins sur cette remarque et je rejoins mes anciens collègues acheteurs publics, et j'en côtoie beaucoup aujourd'hui au travers de mes missions de conseil ou des formations. L'acheteur public n'est pas responsable de tous les maux environnementaux, sociaux, économiques, accès des TPE, PME. Alors c'est vrai qu'on tire un peu souvent sur lui. Alors c'est vrai que globalement, quand on n'a pas une direction générale ou une direction des achats qui est engagée dans la même direction, il est difficile pour l'acheteur de prendre une direction opposée. Après, je le redis, moi, j'ai beaucoup moi, je fais de l'audit dans des conseils départementaux, je fais de l'audit sur la fonction achat, sur la gouvernance, sur le profil des acheteurs, sur la formation. Beaucoup de complexités sont propres à l'organisation, hein. Ce n'est pas un problème de droit, c'est un problème interne. C'est-à-dire qu'en France, on aime bien se complexifier la vie quand même. Moi, je vois dans des organisations des process internes qui sont largement surdimensionnés par rapport même aux droits ou par rapport même aux besoins. Et je crois que la priorité aujourd'hui dans beaucoup d'organisations achats, c'est de remettre à plat pas mal de processus et de se dire où sont les enjeux, où sont les objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire de notre commande publique, et puis peut-être pas avoir obligatoirement les mêmes démarches, les mêmes réflexes quand on est sur des achats peu ou pas stratégiques. Naturellement, parfois,
se simplifier la vie, c'est aussi de ne pas acheter. Ne pas acheter et passer par des opérateurs, des groupements de commandes, des centrales d'achat qui simplifient quand même pas mal la vie. Mais voilà, voilà. Et beaucoup d'acheteurs me disent oui, mais on a beaucoup trop de procédures, on a beaucoup trop de marchés à passer. Ah, j'y dis déjà, posez-vous la question du besoin, posez-vous la question de l'achat avant de vous poser la question du nombre de procédures, parce que je le dis toujours, hein, l'achat le moins 10 ans, c'est celui qu'on ne fait pas. Hein. Moi, je dis aujourd'hui, peut-être acheter moins et acheter mieux. C'est peut-être une réflexion à avoir pour diminuer le nombre de procédures, diminuer la charge administrative et juridique et peut-être retrouver aussi un peu d'oxygène au quotidien. Voilà, sans parler sans doute aussi de l'acculturation des élus qui n'ont pas forcément conscience effectivement que quand une décision est prise en termes d'achat, bah voilà, ça nécessite tout un process derrière qui n'est pas aussi rapide que ce qu'il le voudrait. Oui, surtout à l'approche, surtout dans un contexte électoral territorial, je peux comprendre que parfois la motivation politique ou l'ambition politique parfois a du mal à coller avec la réalité des marchés publics en France. La réalité, sans parler des contraintes de communication en période préélectorale qui impactent aussi la commande publique dans ce cadre-là, c'est sûr. Et puis voilà, même si ce n'était pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais on a quand même beaucoup de questions par rapport à l'IA et à l'utilisation de l'IA. Donc, je vais essayer de les résumer en 3 questions. Première, est-ce que vous avez vous, personnellement, une recommandation en termes d'IA qui pourrait coller le mieux possible aux problématiques de la commande publique? Et puis, est-ce qu'il y a une différence entre une IA payante et une IA gratuite, quelle que soit celle que vous recommandez? Une question aussi peut-être sur l'uniformisation que l'IA risquerait d'apporter aux réponses des entreprises soumissionnaires aux appels d'offres publics. Hein, danger, opportunité, et surtout, quelles sont les obligations finalement des différentes IA existantes au regard de données personnelles qui pourraient être communiquées soit dans les appels d'offres, soit dans les réponses effectivement des entreprises soumissionnaires. Beaucoup de questions auxquelles je réponds dans les formations, dans ces formations d'une journée, hein, puisque ça dure une journée. Donc, je ne sais pas si naturellement je vais y répondre de manière détaillée, mais je vais quand même, pour achat public, vous donner quelques tendances ou quelques éléments de réponse. Alors, sur le choix de l'outil, sur la première question, qui n'est d'ailleurs jamais la première question à poser, que la personne qui l'a posée ne m'en veuille pas. La question, ce n'est pas l'outil. La question, c'est pas l'outil. La question, c'est à quel stade du processus et dans quel cas d'usage l'intelligence artificielle va être mise en place au sein de l'établissement public. Après, je vous dirai, la solution découlera d'elle-même. Moi, aujourd'hui, dans les faits, je vois quand même à l'avenir se mêler plusieurs solutions d'IA. En lien avec la commande publique, à la fois des IA très métiers, et certains éditeurs se sont positionnés sur le marché, des IA très dédiées marché public qui apportent un très haut niveau de sécurité des données, de souveraineté, etc., et qui naturellement apportent beaucoup d'avantages sur les aspects juridiques, sur la recherche de DCE, sur la recherche de clauses, sur une automatisation que je relativise quand même encore un peu sur la rédaction de marché public. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous serez amené à mêler de l'IA très métier payante, avec un certain coût, hein, bien évidemment, avec des IA généralistes, toujours payantes. Hein, je pense que tout le monde ici peut bannir les IA gratuites, notamment ChatGPT gratuit ou pas d'utilisation aujourd'hui d'IA gratuite dans la commande publique, que ce soit pour les acheteurs ou pour les fournisseurs, et encore moins à la maison. Donc aujourd'hui, ça sera un mix d'IA métier sur des aspects, des cas d'usage, sur des sujets de données très sensibles, sur des donneurs d'ordre publics, je pense, qui posent des enjeux régaliens très forts. Et puis, on voit aujourd'hui se développer, il faut le dire, hein, des versions de ChatGPT entreprise, pro, de Copilot qui se déploient aussi, de Mistral qui se développent dans la sphère publique. Et ces IA généralistes
qui interrogent des masses de données plus importantes que les IA métiers qui se concentrent sur de la donnée métier, présentent toutefois pour moi pas mal d'intérêt dans la rédaction ou dans la création de marchés publics ou dans la réponse par les fournisseurs. Mais vous savez, aucune IA ne rendra un acheteur performant, ça n'existe pas. L'IA, c'est d'abord un gain de productivité pour des acheteurs qui sont professionnels, pour des acheteurs qui sont matures et pour des acheteurs qui maîtrisent totalement la commande publique. Vous allez gagner beaucoup de temps, mais vous ne deviendrez pas meilleur. Et c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Vous savez, j'ai 25 ans d'expérience et aujourd'hui, si j'utilise l'IA, c'est en complément de mon expertise. C'est pas à la place. L'humain reste au cœur quand même. Et l'humain restera au cœur. Voilà. Et aucun outil rédactionnel de marché n'a transformé des acheteurs publics en excellents acheteurs publics et l'IA ne fera pas mieux. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, elle était plus sur l'homogénéisation des réponses des entreprises qui, du coup, vont utiliser l'IA elles aussi. Et du coup, le risque d'avoir des réponses hyper ressemblantes les unes aux autres. Alors, je ne le crois pas pour le pratiquer, pour accompagner beaucoup d'entreprises. On est toujours sur un gain de productivité. C'est-à-dire que moi, je le vois, j'ai vu des mémoires, je vois des choses se faire dans de l'analyse de DCE automatisée. Aujourd'hui, les entreprises ont plutôt bien compris l'intérêt de l'IA dans la réponse au marché public, mais elles ont bien compris aussi qu'il fallait d'abord partir de leur expertise et de leur valeur ajoutée et utiliser l'IA dans un gain de productivité, ça veut dire répondre à 2 appels d'offres au lieu d'un, sur la même durée, sur la même période, plutôt que d'automatiser un mémoire technique, un bordereau de prix, des PGF, qui viendrait finalement avoir une réponse standardisée. Donc non, je ne le crois pas. Je pense que vous aurez de plus en plus de réponses, des réponses plus denses, mieux marketées, alors peut-être un peu trop parfois, ça c'est à vous de faire la différence entre la réalité des engagements et les engagements réellement opérés. Mais non, je ne le crois pas et les entreprises vont utiliser l'IA non pas en première intention, mais en seconde intention. Et tout ce que je vois aujourd'hui est très rassurant sur la capacité plutôt à faire de l'IA un outil de ce que j'appelle de RA, de réponse augmentée. Vous savez, on a beaucoup parlé de réalité augmentée. Moi, je parle de réponse augmentée, c'est-à-dire que la réponse des entreprises parfois était relativement moyenne ou difficile à comprendre. Eh bien, l'IA va leur permettre d'augmenter d'un point de vue qualitatif la réponse à vos procédures, en répondant mieux à vos exigences de cadre de réponse technique, environnementale, sociale. Donc non, je ne le crois pas, ou alors seules les entreprises qui sont vraiment pas douées et qui viendraient répondre, vous savez, répondre à la commande publique, non pas par réelle motivation, mais plus pour abattre de la réponse à des marchés publics, en se disant on n'est jamais à l'abri d'être choisi au cas où on serait tout seul, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une commande ou d'un marché. Non, la quasi-totalité des entreprises le feront avec sérieux et rigueur, et on n'aboutira pas à ça. Moi, j'y crois pas du tout. Pourtant, c'est la promesse de certains éditeurs, mais je ne crois pas à cette promesse et je ne crois pas à ces éditeurs. Donc, vous savez, les éditeurs, y compris ceux d'ailleurs qui ont développé des solutions pour les acheteurs, promettent parfois des choses qui me paraissent quand même à relativiser au quotidien. L'outil n'est rien sans l'acheteur public, sans le juriste, sans la direction achat. Et donc, aucun outil d'IA ne vous fera un DCE en 10 minutes. Ça n'existe pas. Ou alors, il sera très standardisé, trop standardisé, et n'attirera pas l'intérêt ni l'appétence des entreprises. Donc, exactement. Je ne vous le recommande pas. Bah, écoutez, Sébastien, il me reste à vous remercier encore pour cette intervention, d'avoir répondu aux questions. On avait aussi quelques questions sur le principe des 3 devis que vous aviez exposé en début d'intervention, mais voilà, là, on ne va pas forcément avoir le temps de revenir là-dessus, mais je répondrai à cette personne directement. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas à répondre au petit questionnaire de satisfaction que vous aurez à la fin pour nous donner votre avis, vos ressentis. Et Sébastien, nous nous retrouvons lors de la folle semaine des marchés publics avec grand plaisir et puis lors de toutes les formations que vous animez à nos côtés tout au long de l'année.
Bon Voilà, bah appétit à merci, tous merci beaucoup. et à bientôt pour un nouveau webinaire et surtout avec Sébastien lors de ses animations. Bonne journée à Merci, tous. merci, au revoir. Au revoir.